Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Brassac. Bonjour. Bonjour Philippe Brassac. Vous êtes le directeur général du Crédit Agricole. Passage de relais dans 10 jours pile. Il y a quelques jours, c'était la présentation de vos derniers résultats financiers. 10 ans à la direction du Crédit Agricole. Vous allez céder votre place à Olivier Gavalda. Ça sera donc dans une dizaine de jours. Il y a 10 ans, quand vous avez pris le groupe, ça représentait 16 milliards d'euros de revenus. Aujourd'hui, c'est 27 milliards. On va revenir sur la performance financière et sur les résultats de la banque. Mais ce qui ressort de votre décennie, quand on interroge les acteurs, ce sont les sujets de gouvernance. Beaucoup parlent d'un apaisement, un point clé de votre bilan. Comment on fait en sorte de diffuser un état d'esprit positif et apaisé ? Principalement par le projet, par l'utilité du groupe. Nous avons traversé des périodes qui étaient quand même assez difficiles avec le Brexit, les gilets jaunes, le Covid, les taux d'intérêt négatifs. Et en fait, le driver, la potion magique du groupe Crédit Agricole sur un siècle, c'est l'utilité à la société. C'est aussi l'universalité, ce principe d'être au service de tous, partout, tout le temps. Et en fait, ce projet ravivé d'une certaine façon crée une unité qui est en fait très naturelle dans le groupe. Est-ce que vous avez changé la culture de cette maison ? Parce qu'il y a 10, 15 ans, vous étiez au poste, enfin le président de CASA, le PDG de CASA, était le poste que tous les présidents de caisse locales visaient et il y avait parfois un peu de sang sur les murs. C'est un peu la culture du mutualisme et c'est vrai que ça a totalement changé avec vous. Est-ce que cette culture est plutôt du passé maintenant ? Alors, on n'a pas changé la gouvernance. On a toujours un président qui est le représentant des sociétaires, Dominique Lefebvre. On a un directeur général, aujourd'hui moi-même et demain Olivier Gavalda. Je pense qu'on me dit souvent le groupe a été apaisé. Je ne crois pas qu'il soit apaisé. Je crois qu'il est au contraire très motivé. Il est très, d'une certaine façon, dynamisé par toutes les contraintes que nous avons eues autour de nous et l'obligation d'aller auprès des clients. La crise Covid a quand même été un moment de perte de repères absolue. Et le seul mot d'ordre à ce moment-là, c'était il faut aller auprès des clients, il faut aller les aider. C'est vrai que vous avez vécu dans une crise un peu permanente en réalité. Donc ça aide aussi à souder les troupes. Vous l'avez dit, Brexit, gilets jaunes, Covid, ça n'a pas arrêté. Comment vous vivez les derniers mois depuis le retour de Donald Trump, qui est un peu la nouvelle tempête aujourd'hui sur les marchés financiers ? En tant que directeur général de Crédit Agricole SA, j'ai une émotion, mais sereine, parce que ce groupe vit toujours très régulièrement le fait qu'on reçoit le témoin, on fait de son mieux et ensuite on transmet en tant que tel. Je pense que la nouvelle donne que créent les décisions de M. Trump, c'est une nouvelle fois du désordre autour de nous, des pertes de repères, mais le groupe, une nouvelle fois, vous savez, en étant à la fois branché sur l'utilité à la société, c'est quoi l'utilité aujourd'hui ? C'est d'abord aider aux différentes transitions, notamment la transition énergétique. C'est aussi financer l'armement aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est devenu extrêmement urgent, extrêmement important. Et on le fait de façon universelle. Vous savez, on parle du mutualisme et du statut coopératif en disant on ne voit pas toujours très bien à quoi ça correspond. Ça correspond notamment en France au fait que le Crédit Agricole, vous le voyez partout, il fait tout, il est là pour tous, des plus fortunés aux plus modestes, des petites entreprises aux très grandes. Et ça nous occupe largement, ça nourrit notre développement et ça crée un très très bon état d'esprit. On a l'impression quand on regarde vos résultats que le seul problème c'est l'État. C'est-à-dire que vous êtes le plus haut contributeur à la surtaxe d'impôt sur les sociétés, 330 millions d'euros pour 2025, ça impacte vos résultats. Est-ce que vous dites c'est ça mon seul problème ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on va passer à la caisse tous les ans ? Est-ce que vous dites stop ? C'est quoi votre analyse ? Alors d'abord, on passe à la caisse tous les ans, parce que s'il y a surtaxe, c'est qu'il y a taxe. Je rappelle que c'est une proportion de la taxe. Les champions de la surtaxe sont les champions de la taxe en même temps. Je permets de le rappeler pour dire que nous sommes habitués. Nous sommes des récidivistes en tant que contribuables. Et d'une certaine façon, parce que c'est une nécessité, il vaut mieux simplement en être fier. Nous développons, nous sommes profitables, nous payons beaucoup d'impôts. Et c'est une logique qui ne nous perturbe pas, si ce n'est lorsque ce fut le cas sur le premier trimestre. Manifestement, cela crée quelques différences de la présentation des comptes. Oui, parce que sur tout le reste, il faut le dire, vos revenus trimestriels qui viennent d'être publiés sont records, en forte hausse, sur à peu près tous les pôles. Très bonne performance des pôles gestion de l'épargne notamment et assurance, grande clientèle. Il y a peut-être un point un peu plus noir, c'est celui de la banque de détail qui est un peu moins rentable.
Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir fermer des agences Philippe Brassac? On sait que la clientèle est de moins en moins dans les agences et de plus en plus sur les smartphones. Non, Crédit Agricole, on ne sait pas ce que signifie la banque de détail. Nous avons des banques en proximité. Vous êtes pourtant la plus grande banque de détail de France. Oui, mais on ne sait pas ce que veut dire détail, qui est quand même une mauvaise traduction du retail anglo-saxon. C'est pas un détail de servir les ménages, les professionnels, les PME, les TPE en proximité et partout. Le fait est que notre organisation, ce sont des banques de la relation globale, totale, qui assemblent toutes les expertises, tous les savoir-faire du groupe, notamment de métiers que dirige et que manage le groupe Crédit Agricole. Donc c'est un tout. Et la performance du tout, c'est 8,6 milliards d'euros de résultats nets en 2024. Et c'est un développement qui continue à être incroyable en France, en Europe et dans le monde. Donc la question de la rentabilité analytique des seuls réseaux d'agences, comme vous le soulignez à l'instant, n'est pas une stratégie. C'est un en-dedans du tout. Et ce qui compte, c'est que l'ensemble se développe. Si je vous comprends bien, Philippe Brassac, c'est donc pas un problème pour vous si la banque est un peu moins rentable. Vous affichez le meilleur taux de rentabilité, le ROTE de la place de Paris en même temps. Mais donc, que la banque de détail soit moins rentable n'est pas un problème, donc pas de fermeture d'agence. Non, mais alors d'abord, vous faites un raccourci qui est assez incroyable, mais en fait, on n'a pas, d'une certaine façon, on ne manage pas la rentabilité de ce que vous appelez la banque de détail, parce que je vous rappelle que dans beaucoup de banques nationales, en fait, ces entreprises n'existent pas. C'est-à-dire que nous ne donnons pas la rentabilité de la banque de détail de certains de nos confrères autrement que par une analyse de gestion. Oui. Nous sommes faits d'entreprises, de banques au pluriel. On a des centaines d'établissements de crédit. Oui. C'est vrai que si vous zoomez que sur le socle de la pyramide, la relation au territoire, vous pouvez trouver une rentabilité qui est largement suffisante, mais qui n'est pas dans les plus grandes performances des banques en tant que telles. Mais est-ce que vous pourriez fermer des agences, du coup, à la fin? Parce que c'est ça la question. Mais depuis des décennies, nous ouvrons et nous fermons des agences, et je trouve que nous sommes... C'est une question de solde à la fin. Mais nous sommes victimes de cette comparaison qui n'aurait jamais dû être. Il n'y a pas d'un côté la banque digitale, de l'autre côté les agences. Nous sommes des banques de la relation globale, multicanale, en agence, par téléphone, par courrier, par Internet, par digital, et c'est l'ensemble que nous gérons. Bon. Et le fait que des agences puissent être rajoutées ou supprimées n'est pas au cœur de la politique générale du groupe. La politique, c'est de servir les clients. Ça reste un dossier extrêmement sensible, les agences, parce que je vois que vous prenez des gants, mais c'est... Non, je ne prends pas des gants. Honnêtement, c'est vraiment un sujet que nous posent sans arrêt les médias, mais qui n'est pas sensible pour nous. Si les clients utilisent de moins en moins les agences et qu'à la place, ils souhaitent de plus en plus avoir tout de même des responsables de la relation commerciale accessibles en proximité, ça donne naturellement en tendanciel une densité d'agences qui soit moins importante et des métiers qui sont différents. Parce que le patron d'une agence aujourd'hui, c'est pas le patron de ce qui se passe dans l'agence, c'est le responsable commercial de tous les clients de la zone, que les clients viennent tous les jours, de temps en temps ou jamais, c'est pas un sujet pour nous. Le dossier italien, là, dossier compliqué parce que dossier politique également. En Italie, vous êtes le premier actionnaire de BPM, c'est la Banque Populaire de Milan qui est sous le coup d'une OPA d'Unicredit. Est-ce que vous allez apporter vos titres? Est-ce que vous allez vous positionner? Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, il faudra prendre une décision puisqu'il y a une offre aujourd'hui d'échange d'Unicredit sur Banco BPM. Et donc, il faudra que le groupe prenne la décision, sans doute dans quelques semaines, avant l'échéance de cette opération, pour savoir si le groupe apportera ses titres ou préférera les conserver à l'intérieur de Banco BPM. Il faut comprendre des choses très différentes. Il y a une consolidation un peu complexe en Italie aujourd'hui. Nous ne sommes pas partie prenante de cela. Vous avez l'opération de Banco BPM sur Anima, vous avez Unicredit sur Banco BPM, vous avez Monte Paschi sur Mediobanca, vous avez Mediobanca sur Banca Generali. Et le paradoxe, c'est que nous avons réussi à être au cœur du sujet sans être au cœur des polémiques, parce que nous n'avons pas pris parti, parce qu'à la fin, la seule décision rationnelle, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour le financement de l'économie italienne et qu'est-ce qui est le meilleur pour les intérêts économiques du groupe. Et qu'est-ce qui est le meilleur alors ? On n'a pas pris de décision là-dessus parce qu'on voit bien que c'est tellement mouvant. Il y a des opérations qui se rajoutent, il y a les termes de l'opération elle-même qui peuvent évoluer. Donc, depuis le début, nous disons que nous, notre principal objectif, tout de même, c'est autre chose. C'est le développement de Crédit Agricole Italie, plus tous les métiers du groupe qui sont devenus au total le 5e groupe financier en Italie.
qui nous a rapporté 1,250 milliard de résultats nets en 2024. Le reste, ce sont des partenariats, ce sont des alliances. Elles sont très importantes, mais elles existent avec Unicredit, elles existent aussi avec Banco BPM. Et donc, la décision à la question que vous m'avez posée n'est pas prise. Oui, tout cela dans un environnement un peu compliqué pour les banques françaises en Italie. Vous n'êtes pas les seuls. BPCE est aussi souhaite s'allier avec Generali. Est-ce que vous avez l'impression qu'un sentiment anti-français est en train de monter en Italie? En tout cas, pas nous concernant. Une histoire. Non, pas nous concernant. Vous savez, nous sommes en Italie depuis plus de 30 ans. Nous avons vraiment une italianité, c'est-à-dire en fait un comportement au service de l'Italie. Lorsque nous avons transformé le groupe Cariparma, Friuli-Adria, Carispedia en Crédit Agricole Italie, en mettant sur toutes les agences le mot Crédit Agricole, ça, non seulement ça a posé aucun problème, mais en plus, c'est plutôt perçu comme une source de sécurité parce que nous sommes un très grand groupe. Nous sommes le 9e plus grand groupe bancaire au monde. Et donc, pour les Italiens, c'était une sécurité. Et donc, évidemment, c'est très important pour nous de le conserver, mais le fait de ne pas prendre parti, d'être juste rationnel, d'être juste professionnel, nous garantit à ce jour encore une très bonne réputation politique. Philippe Brassac, il nous reste 1 minute. Vous allez rester le président d'Amundi, la filiale de gestion d'actifs? Non. Non? Non, c'est Olivier Gavalda qui va prendre la présidence dans quelques jours. Est-ce que vous pensez qu'il faut accélérer sur le financement de l'armement? Est-ce qu'il faut revoir les règles? Comment on fait pour changer la manière dont on a vu ce secteur en France pendant des années? L'armement est aujourd'hui globalement très bien financé. Quasiment 50 milliards d'euros fournis par le système bancaire pour financer les grandes entreprises et financer les exportations en tant que telles. Il y a des problèmes beaucoup plus granulaires et spécifiques sur les 4000 TPE et PME présentes sur le territoire et qui, au moment de devoir recevoir probablement des accélérations de commandes, mais qui ne sont pas encore totalement finalisées, se posent des questions de la capacité des banques à les suivre. Je veux rajouter un instant là-dessus que tout ce qui a été développé sur la finance responsable a un peu de facto, sans le faire exprès, exclu le système d'armement et de défense. Donc il y a de la clarification à faire dans tout ceci et je suis très confiant sur le fait que le financement du système bancaire français auprès de l'armement se fera de façon fluide. Qu'est-ce que vous allez faire dans 15 jours, du coup ? Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais faire d'ici la fin de la semaine, mais je vais faire beaucoup de choses. Je préside une grande foncière européenne, qui est Gecina, la première foncière de bureau en Europe. Je suis rentré au conseil d'administration de Veolia. Je co-préside un dialogue entre le financement et l'armement. Je m'occupe de pas mal de choses. Je crains plutôt de ne pas avoir assez de temps à consacrer à ce qu'on appelle la famille de façon générale et nos proches, mais je suis sûr que je vais m'y appliquer. Et la guitare, que vous ne pratiquez plus depuis des années, que vous aimeriez bien reprendre. Bien sûr, sur lequel je suis beaucoup trop faible. Attention, promesses non tenues. Merci beaucoup Philippe Brassac d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.